Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes mystiques de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates, et aujourd'hui on va voir les 3 dernières cartes de niveau 0, Initiation surnaturelle, Protection foudroyante et Chapelet de malédiction. Alors la première, Initiation surnaturelle, un événement qui coûte 1, qui a le trait rituel. Pour chacun de vos emplacements d'arcane, piochez une carte, 5 au maximum. Pour chacun de vos emplacements d'arcane occupés, choisissez et défaussez une carte de votre main. Donc c'est une carte qu'on utilise pour piocher. Alors les cartes mystiques qui servent à piocher. Voilà. Comme grand classique, il y a l'initiée aux arcanes. Alors elle va pas piocher, elle va tutorer des cartes sorts. Mais la plupart du temps, quand on joue un deck mystique, on a un certain nombre de sorts, et les sorts font partie des cartes les plus importantes du deck, donc c'est notamment ça qu'on veut piocher. On a aussi le joyau d'Auréolus, qui occupe un emplacement d'accessoire et qui dit réaction. Après qu'un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose très ancienne ou échec automatique est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, inclinez le joyau d'Auréolus, piochez une carte ou gagnez 2 ressources. Voilà, donc les mystiques c'est quand même pas les meilleurs pour piocher. Autre carte qui existe pour piocher, le croquis absurde, un événement qui coûte 2, qui fait piocher 3 cartes. On ne peut le jouer que s'il y a un indice dans le lieu. Et comme carte de pioche très efficace, il y a la carte signature de Rex Murphy. Pour 1, on pioche X cartes, où X est le nombre maximum d'indices que Rex Murphy a, jusqu'à un maximum de 5. A noter que là aussi l'initiation surnaturelle a un maximum de 5 cartes piochées. Voilà, donc pour 1, on pioche jusqu'à 5 cartes. Enfin, on pioche une carte par emplacement d'arcane qu'on possède, jusqu'à un maximum de 5. Alors, je n'ai pas fait le compte du maximum possible d'emplacement d'arcane. J'aurais pu, mais j'ai pas fait le compte. J'ai regardé ce qui donne des emplacements. Il y a par exemple dans le cycle dernier le bâton du dragon, ça prend les 2 emplacements de main, ça vous donne un emplacement d'arcane, et c'est une action de combat. Il y a le hiérophante, un tarot, qui donne un emplacement d'arcane, et qui permet d'utiliser ces emplacements d'arcane pour contenir des cartes qui utilisent des emplacements d'arcane, d'accessoires et vice versa. Dans cette boîte, on a aussi le miroir astral. Non, pardon, je dis des bêtises. On a aussi l'esprit familier, on a le livre des ombres. Ah, j'aurais dû parler de ça, bien entendu, j'ai oublié. Voilà, carte très intéressante, le symbole magique. Ça occupe un emplacement de main, ça vous donne un emplacement d'arcane qui ne peut servir que pour contenir un soutien sort ou rituel. Donc voilà. Si vous voulez que cette carte... Si vous voulez que cette carte vous fasse beaucoup piocher, il faut que vous ayez beaucoup d'emplacements d'arcane. D'ailleurs, dans les commentaires, quelqu'un dit, je sais plus combien, 3, 4, voilà, vous avez besoin d'au moins 3, probablement 4 emplacements d'arcane pour que cette carte soit intéressante à considérer. Ok. Donc voilà, ça va être la pioche, mais ensuite on va devoir choisir et défausser une carte de sa main pour chaque emplacement d'arcane occupé. Donc, si vous avez un nombre normal d'emplacements d'arcane, 2, et que vous êtes un mystique standard qui les utilise, et ben cette carte-là, elle vous dit piochez 2 cartes, puis défaussez 2 cartes de votre main. Pas forcément les 2 que vous venez de piocher. Mais si vous êtes un mystique standard, vous allez peut-être vouloir plus d'emplacements d'arcane, mais encore une fois, si vous êtes un mystique standard, vos emplacements d'arcane, vous les utilisez. Donc vous allez piocher plus de cartes, mais probablement vous allez en défausser autant. Donc en fait c'est de la sélection de main, du tri de main quelque part. Mais par contre,
Si vous êtes un mystique inhabituel, qui n'utilise pas ces emplacements d'arcane, ou si vous n'êtes pas un mystique, mais que vous avez accès à cette carte-là, vous allez peut-être pouvoir augmenter vos emplacements d'arcane et ne pas les utiliser. Ou au moins ne pas les utiliser pour que ça devienne de la pioche pure. Et on peut noter que dans cette boîte-là, il y a le miroir astral, il occupe un emplacement de corps, et il vous dit pour chacun de vos emplacements d'arcane inoccupés, vous avez un emplacement de main supplémentaire. Encore une fois, le 1 n'a pas été retranscrit. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien dans l'un de vos emplacements de main. Donc voilà, le miroir astral, ça vous récompense si vous... ça vous récompense si vous n'utilisez pas vos emplacements d'arcane, et en plus ça vous donne du gain d'action si vous jouez des soutiens dans vos emplacements de main. Et Daisy y a accès. Daisy qui n'a pas particulièrement de raison d'utiliser ses emplacements d'arcane, à une exception près, et qui, par contre, va vouloir jouer des livres dans ses emplacements de main. Alors, comme emplacement d'arcane, si elle peut utiliser le sérum d'amplification des rêves, si vous faites un deck main pleine, mais sinon, voilà, par exemple Daisy, elle n'utilise pas ses emplacements d'arcane, elle a le miroir astral, enfin je reformule. Dans un deck Daisy, vous pouvez vous dire, je n'utilise pas mes emplacements d'arcane, donc je me donne le miroir astral, qui va me donner 2 emplacements de main supplémentaires. Et comme je n'utilise pas mes emplacements d'arcane, je mets dans mon deck l'initiation surnaturelle, qui me dit que pour 1, je vais piocher 2 cartes. À noter qu'on a aussi accès, en emplacement d'accessoires, à la fiole d'asservissement dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Donc vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire pour chaque ennemi sous la fiole d'asservissement. Après qu'un ennemi non élite a été vaincu dans votre lieu, placez cet ennemi face cachée sous la fiole d'asservissement, limite de 2 ennemis dessous. L'autre action on verra plus tard. Mais donc, Daisy Walker, vous lui donnez la fiole d'asservissement. Alors, Daisy, qui va être jouée plutôt en duo, elle sera là en tant qu'enquêtrice. Elle se déplace toujours avec le combattant, donc les ennemis sont vaincus dans son lieu. Les 2 premiers ennemis, elle les met sous fiole d'asservissement. Ça lui donne 2 emplacements d'arcane. Que je retrouve ça. Elle a 4 emplacements d'arcane. Et elle va pas tous les utiliser. Peut-être qu'elle en utilisera un, mais bon. Elle aura 3 ou 4 emplacements d'arcane libres. Donc, autant d'emplacements de main supplémentaires. Et surtout, initiation surnaturelle, ça dira payer 1, piocher 4 cartes, puis défausser une carte, voire piocher 4 cartes, point. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le deck idéal. Ou alors j'ai pas mentionné là, mais si vous jouez Amina Zidane, elle est incitée à jouer les 3 charmes, qui utilisent des emplacements de main, les 3, si je dis pas de bêtises. Et par contre, elle n'est pas particulièrement incitée à jouer les sorts classiques, flétrissement, atrophie, rituel de recherche, etc. Donc pareil, elle peut utiliser la fiole d'asservissement et le miroir astral pour utiliser l'initiation surnaturelle pour piocher 4 cartes. Voilà. Mais donc en tout cas c'est pas une carte pour deck mystique standard. La deuxième carte c'est la protection foudroyante, un événement qui coûte X, qui a le trait sort. Avant de jouer la protection foudroyante, vous avez le droit de défausser n'importe quel nombre de cartes de vos emplacements d'arcane. Infligez X dégâts à un ennemi non élite engagé avec vous, la valeur X ne peut pas être supérieure au nombre de vos emplacements d'arcane inoccupés. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, il y a des commentaires, comme d'habitude. C'est un sort, ça se tutore. Et donc, c'est du payer X, infliger X dégâts, X c'est au maximum le nombre d'emplacements d'arcane inoccupés.
et au moment où avant de le jouer, enfin avant de le résoudre plutôt, parce que bon c'est on le joue, mais avant de le résoudre, on peut vider ses emplacements d'arcane. Donc encore une fois, c'est une carte dans un deck mystique standard, c'est pas intéressant, parce que vous voulez vos emplacements d'arcane, vous les utilisez plutôt. Ça sera pour un deck mystique ou biclassé mystique qui n'utilise pas ses emplacements d'arcane. Si vous ne faites rien pour avoir des emplacements d'arcane, qu'est-ce que ça vous dit ? Et ben donc vous en avez 2 de base, ça vous dit payez 2 pour infliger 2 dégâts à un ennemi non élite et engagé avec vous. Par comparaison, le rituel de sang, qui est lié au lexique occulte, ça coûte 0. Vous le jouez, vous piochez 2 cartes, donc déjà vous... vous piochez, vous avez plus de solutions potentielles, puis vous défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main, pour chaque carte défaussée, vous payez une ressource pour infliger un dégât. Donc, rituel de sang, vous le jouez, vous piochez 2 cartes, vous défaussez 2 cartes, vous payez 2, vous faites 2 dégâts, un ennemi dans votre lieu. L'un après l'autre, donc vous pouvez les répartir. Les ennemis peuvent être élites, les ennemis n'ont pas besoin d'être engagés avec vous. Si vous avez le lexique occulte de niveau 3, ça peut être 3. Ou alors 2, et ensuite vous le remélangez dans votre deck. Ça a également le trait sort, donc tous les avantages qu'il y a à faire des dégâts avec une carte sort, on l'a aussi sur Rituel de sang. Ça peut également s'attacher à Diane Espérance. Voilà. J'ai pas cité le rasoir spectral. La lame spectrale, pardon. La lame spectrale, ça coûte 2. Alors là, il faut faire un test à force plus volonté. Par contre, vous pouvez engager l'ennemi attaqué. Vous faites 2 dégâts. Ou 3 dégâts s'il n'est pas élite. Donc 2 pour 2 dégâts si on réussit le test, ou 2 pour 3 dégâts. Et il n'y a pas besoin que l'ennemi soit engagé avec vous, vu que vous pouvez l'engager. Alors encore une fois, j'oublie tout le temps de vérifier. Moi, quand je la joue, je considère que je peux la jouer contre un ennemi distant parce que immédiatement avant l'attaque, je peux engager l'ennemi. Je ne peux pas attaquer un ennemi distant, mais avant l'attaque, je peux engager un ennemi. Donc au moment où je résous l'attaque, je suis engagé avec lui, donc même s'il est distant, je peux résoudre. C'est comme ça que je raisonne. Donc l'âme spectrale, ça peut être 3 dégâts pour 2, mais il faut réussir le test. Mais ça peut cibler un ennemi élite, dans ce cas-là c'est 2 pour 2, et il n'y a pas besoin qu'il soit engagé. Du coup, protection foudroyante quand X est égal à 2, c'est bof. Par contre, si vous jouez, encore une fois, comme pour la carte précédente, un deck mystique non conventionnel, vous pouvez monter à X est égal à 4, ou X est égal à 6, entre miroir astral et fiole d'asservissement. Et si vous utilisez le familier, je sais plus trop quoi, vous pouvez monter à 7, si vous utilisez le hiérophante, vous pouvez monter à 8, avec 2 copies du hiérophante, vous montez à 9, si vous avez le livre des ombres, vous montez à 10. Voilà, voilà. Si vraiment vous voulez vous donner le max, vous montez à 11 avec le symbole magique. Mais dans ce cas-là, faut payer. Faut payer 11 pour infliger 11 dégâts à un ennemi non élite engagé avec vous. Toujours le même problème quand il y a ennemi non élite. S'il n'est pas élite, il n'a pas énormément de points de vie. Pour autant que je me souvienne, le maximum pour un ennemi non élite, c'est 6 points de vie, c'est le fameux agglomérat de sphères. Et il faut, si vous voulez faire 6 dégâts, il faut payer 6 ressources. Ce qui est énorme. Ça a l'avantage du sans test, mais voilà. Par contre, comme ça le trait sort, alors oui, c'est attachable à Diane Espérance, et vous pouvez utiliser prophétique pour payer de ressources. Tout à l'heure je parlais de rituel de sang c'est gratuit, c'est quand on défausse les cartes qu'il faut payer de ressources. Donc prophétique ne vous sert pas parce que c'est
pour payer la carte sort. Alors que par contre, protection foudroyante, les ressources qu'on dépense, c'est le prix de la carte. Du coup, si vous attachez protection foudroyante à Diana Espérance, à chaque tour, vous pouvez le jouer avec x égale 2. Enfin, à chaque tour, tant que vous avez des secrets. Donc par exemple, dans un deck Luke Robinson, il a Diana Espérance en jeu, il lui attache la protection foudroyante, il a en jeu prophétique, il va utiliser des cartes chercheurs pour la recharger en secret, et chaque tour, sans avoir à payer de ressources, 2 dégâts à un ennemi, non élite, alors engage avec vous, mais, et alors ça provoque pas d'attaque d'opportunité, et ben, pour rappel, Luke Robinson, à chaque tour vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe, et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Et quand il utilise sa boîte à portail pour aller dans son lieu, je sais plus comment ça s'appelle là, dans la porte, dans son lieu spécial, il est considéré comme étant dans un lieu connexe à tous les lieux révélés. Donc une fois par tour, Luke Robinson, il fait 2 dégâts à un ennemi non élite dans n'importe quel lieu révélé. J'y avais pas pensé en préparant la vidéo, si j'y avais pensé, j'en aurais fait une vidéo de combo, mais voilà. Donc protection foudroyante, dans un deck Daisy, grâce à Miroir Astral, voilà, pour faire jusqu'à 4 dégâts pour 4 ressources, jusqu'à 6 si vous êtes capable de payer 6, ou alors dans un deck Luke Robinson combattant. Mais pas dans un deck mystique standard. Et oui, bien évidemment, ça va aussi dans un deck Amina Zidane, toujours pareil, grâce à Fiole d'asservissement et Miroir Astral pour qu'elle monte potentiellement jusqu'à 6 emplacements d'arcane. Et à noter pour Amina Zidane, probablement dans son deck, en tout cas dans son deck on peut mettre David Renfield, l'attacher à El Rabash, bref l'allié de cette boîte là, pour qu'on ne comptabilise pas la première fatalité de David Renfield. Du coup on peut mettre plus de fatalité sur David Renfield, l'utiliser pour fournir plus de ressources, et comme ça financer la protection foudroyante. Dernière carte de cette vidéo, Chapelet de malédiction, un événement qui coûte 1, qui a le trait sort. Discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et choisissez une des options suivantes. La première, échappez automatiquement à cet ennemi et placez une fatalité sur lui. Il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round, découvrez un indice dans votre lieu. Deuxième possibilité, si cet ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu. Gagnez une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. Alors, le premier effet, c'est je paie 1, j'échappe automatiquement à un ennemi. Alors à noter, l'ennemi, ok, il peut pas être élite, mais il n'y a pas besoin qu'il soit engagé avec vous. Il n'y a pas besoin qu'il soit engagé. Il peut être distant, voilà. On lui met une fatalité dessus, il ne peut pas subir de dégâts, donc on peut pas l'achever pour faire disparaître la fatalité, mais on a un indice. Ça fait penser suivre son intuition, il faut payer 2, c'est rapide, mais on trouve un indice dans son lieu. Ok. Donc, première possibilité, on temporise un ennemi au prix d'une fatalité et on gagne un indice. Alors on le temporise, quand je dis on le temporise, on peut pas lui infliger de dégâts. Alors éventuellement, si on a un effet qui dit défausser un ennemi, ou vaincre un ennemi, tant que ça mentionne pas de dégâts, ça marche, mais on peut pas le vaincre avec des dégâts. Et donc il va rester, et à la prochaine phase du mythe, on comptabilisera sa fatalité. Mais ça fournit un indice, et comme je l'ai mentionné plein de fois, ça vous fournit un ennemi non engagé. Et ça peut être intéressant.
oreille indiscrète, choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc, un indice automatiquement et un ennemi non engagé, ce qui fait que si vous réussissez le test derrière, vous avez 2 indices de plus. Et de façon plus facile qu'en enquêtant dans le lieu, sinon j'aurais pas oreille indiscrète. Cet ennemi, potentiellement il a été blessé, potentiellement il s'est pas encore pris de dégâts, mais dans tous les cas, suivi, une enquête, il faut choisir un ennemi dans son lieu, on a plusieurs d'intelligence pour l'enquête pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de plus 5 en intelligence, et en cas de réussite on découvre un indice supplémentaire dans le lieu. Le fait que ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, on s'en fout si il est incliné. Alors, le deuxième effet, voilà. Deuxième effet, si l'ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu. Gagnez une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. Alors, si l'ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu. Des fatalités sur les ennemis, ça va être le cas des cultistes. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de préparer ça. Wizard of the Order, voilà. Et tous les cultistes de façon générale, mais je vais citer notamment lui. Ça mouline un petit peu. Voilà, donc c'est un ennemi, il n'est pas élite, donc il peut être ciblé. À la fin de la phase de mythe, on met une fatalité sur lui. Donc s'il est mis en jeu pendant une phase de mythe, pendant votre tour, vous allez dans son lieu. Voilà, vous allez dans son lieu, il vous engage. Vous jouez ça, comme ça le trait discussion, ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Il a une fatalité sur lui, vous le vainquez. Vous gagnez une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. S'il est arrivé pendant cette phase de mythe, il avait une fatalité. Il vous rembourse cette carte. S'il est arrivé il y a plus longtemps ou qu'il y avait eu des effets, mettez une fatalité, 2 fatalités sur un cultiste, potentiellement, il vous rapporte beaucoup plus de ressources. A noter, Amina Zidane, si elle pioche son signe des anciens, voilà, vous avez le droit de déplacer toutes les fatalités d'une carte dans votre lieu vers une autre carte dans votre lieu. Donc, vous avez un ennemi dans votre lieu, vous piochez le signe des anciens, vous prenez toutes les fatalités d'une de vos cartes, vous la mettez sur l'ennemi, voilà, vers une carte, pas forcément que vous contrôlez, n'importe quelle carte dans votre lieu. Donc vous mettez tout sur l'ennemi, ennemi non élite, et ensuite vous jouez ça, vous dites, comme il a au moins une fatalité sur lui, c'est une cible valable, il est vaincu, et il avait sa fatalité, si par exemple c'est le magicien de l'ordre, sa fatalité, les 4 fatalités qu'il y avait sur David Renfield, et donc il y a 5 fatalités sur lui, on paye une ressource pour cette carte, on en gagne 5 derrière, ça fait un bénéfice de 4. Ouais. Carte... ouais. À voir. Disons que le premier effet est intéressant, le deuxième effet, il faudra vraiment penser le deck pour ça. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Prochaine vidéo, alors que je me plante pas, on va voir la fiole d'asservissement, épouvantable possession et miroir astral, donc j'en ai déjà mentionné 2 aujourd'hui. Et derrière ça, il y en aura encore 2 vidéos sur les mystiques. Bon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je sais pas si vous êtes convaincus par les decks dont le but est d'avoir un maximum d'emplacements d'arcanes et de ne pas les utiliser. Bon, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.